Merci et bonsoir à tous et merci à l'association Recherche Mimétique de me permettre ce soir de parler de René Girard et de Spinoza de façon toute particulière à Emmanuel Chantre, Benoît Chantre et Jean-Marc Bourdin. Et effectivement, comme disait Jean-Marc Bourdin, il s'agit ce soir d'essayer d'analyser une relation qui sera évidemment une relation souterraine entre René Girard et Spinoza. Et il y a évidemment une difficulté essentielle à établir d'une façon générale un lien entre Girard et la philosophie, qui tient au fait que Girard lui-même a rejeté l'étiquette de philosophe pour se penser plutôt comme un anthropologue du fait religieux. Mais surtout, tout au long de son œuvre, Girard ne manque pas de dénoncer les philosophes pour n'avoir pas su penser le désir mimétique ainsi que la violence de ses différentes conséquences. Qu'il s'agisse de Platon, d'Aristote, de Hobbes ou encore de Rousseau, tous ont bien eu l'intuition du mécanisme mimétique, mais ils ont tous reculé lorsqu'il s'est agi de le porter dans le champ de l'action. Peut-être parce qu'ils étaient terrifiés de devoir en assumer les conséquences violentes et aussi apocalyptiques. C'est pourquoi, dès 1961, Girard a pu affirmer le privilège unique des romanciers dans la révélation de la nature mimétique du désir. Je cite, « Seuls les romanciers révèlent la nature imitative du désir ». Et dans le même ordre d'idées, en 1990, dans son livre consacré à Shakespeare, Girard notait que l'origine mimétique de la violence n'a suscité chez les philosophes, les moralistes, les historiens et les psychologues, je cite, qu'un silence unanime. Il y aurait ainsi un fossé infranchissable entre la philosophie et la théorie mimétique. Et la première ne serait qu'un instrument supplémentaire, quoique plus sophistiqué, pour dissimuler encore une fois la violence et l'innocence de la victime sur laquelle le collectif exerce sa fureur. Mais ce jugement sévère de Girard sur la philosophie s'explique peut-être par le fait que bien que ces livres mentionnent de nombreux philosophes, on ne trouve pas, du moins dans ses œuvres majeures, la moindre référence à la pensée de Spinoza. Bien que Girard cite à de nombreuses reprises Platon, Aristote, Hobbes, Rousseau, Tocqueville, Hegel, Heidegger, Sartre, Bergson ou encore Lévinas, les thèses de Spinoza n'apparaissent dans aucun de ses grands livres. Et cette absence est évidemment surprenante pour différentes raisons. D'abord, parce que Spinoza est célèbre pour être un immense penseur du désir. Comme le stipule la troisième partie de l'éthique, en définition des affects 1, le désir est l'essence même de l'homme. Deuxièmement, quiconque lit l'éthique de Spinoza ne peut s'empêcher de remarquer que ce livre propose toute une théorie de l'imitation des affects. Et en plus, comme Spinoza s'inscrit dans la grande tradition cartésienne de la philosophie, c'est un philosophe mécaniste qui ne définit les choses singulières et leurs relations que de façon quantitative. Nous retrouvons donc chez Spinoza les deux piliers essentiels de la théorie mimétique, ce qui renforce la surprise de ne jamais voir Spinoza dans les textes girardiens, parce que nous retrouvons bien chez Spinoza à la fois la centralité du désir et le caractère totalement mécanique des relations interindividuelles. Comment Girard pourrait-il donc avoir oublié Spinoza? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre maintenant. Mécanique. La théorie mimétique semble simple, et c'est probablement cette apparente simplicité qui a provoqué de nombreux malentendus à son égard, ainsi que sa sous-estimation. On peut la résumer d'une seule phrase. Il existe une illusion de l'être humain, une illusion de son autonomie, qui lui permet de croire qu'il choisit librement les objets de ses désirs, alors que tout désir n'est que la copie d'un autre désir qui le précède, puisqu'un objet n'apparaît comme désirable qu'à la lumière d'un autre désir qui pointe vers lui. Seul le désiré fonde le désirable. Tout désir est donc un désir selon l'autre. Je cite Girard, à l'origine d'un désir, il y a toujours, disons-nous, le spectacle d'un autre désir réel ou illusoire. Mais la théorie mimétique présente une difficulté qui réside dans sa simplicité même, puisque pour tout lecteur de l'histoire de la philosophie,
le fait que les êtres humains s'imitent les uns les autres ne présente pas une immense nouveauté. Girard rappelle d'ailleurs lui-même, dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, que la poétique d'Aristote distinguait les êtres humains parmi les animaux de par notre plus grande capacité d'imitation. Je cite Aristote, « L'homme diffère des autres animaux en ceci qu'il est plus enclin qu'eux et qu'il acquiert ses premières connaissances par le biais de l'imitation. » Le grand geste de Girard ne peut donc être celui de penser que les hommes s'imitent, mais au contraire celui de penser une véritable rationalité mimétique selon laquelle c'est en cherchant à nous différencier que nous sommes condamnés à nous imiter. De nombreux lecteurs ont noté le rôle fondamental du mimétisme des affects chez Spinoza. Ainsi, par exemple, Christian Lazeri, qui ne manque pas de rappeler que le mimétisme des affects dans son lien avec l'émergente violente de l'ordre social chez Spinoza ressemble grandement à ce que l'on trouve déjà chez René Girard. Et de fait, plusieurs textes de Spinoza montrent le caractère mimétique des affects. Nous retrouvons cela de façon paradigmatique en Éthique 3.27, qui établit la loi fondamentale de l'affectivité. De ce que nous imaginons une chose semblable à nous et que nous n'avons poursuivi d'aucun affect, affectés d'un certain affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Mais nous pourrions en réalité multiplier les exemples. La définition de l'émulation, par exemple, s'explique directement par la création du désirable par le désiré. Je cite Spinoza, « Cette imitation des affects, quand elle se rapporte à la tristesse, s'appelle pitié, mais rapportée au désir, elle s'appelle émulation. » Enfin, chaque fois que Spinoza parle des enfants, il souligne qu'ils sont les plus sensibles à l'imitation des affects et que toute leur vie obéit à la loi de la mécanique mimétique. Je cite Spinoza, Éthique 3.32. « Les enfants rient ou pleurent pour cela seul qu'ils voient rire ou pleurer d'autres. Et tout ce qu'ils voient encore les autres faire, ils désirent aussitôt l'imiter. » Partout donc, la philosophie de Spinoza semble habitée par l'idée de l'imitation des affects et par l'imitation des désirs. Cependant, en se limitant au texte de l'éthique, nous nous heurtons à deux problèmes de taille. Premièrement, ces textes n'expliquent pas le fondement du désir mimétique, mais se limitent à le décrire. Deuxièmement, le caractère mimétique du désir est d'autant moins compréhensible que, dans nos sociétés, tout nous appelle à être différents ou à être originaux. Qui veut publier un livre doit publier un livre original. Tout le monde souhaite être aimé d'un amour singulier et par conséquent d'un amour original. Partout donc, nous sommes sommés d'être originaux, différents et singuliers. Comme l'a bien montré Girard lui-même, les sociétés contemporaines font sans cesse l'éloge de l'originalité et de l'innovation, c'est-à-dire de la différence. Comment peut-on penser alors, d'une part, que tout nous appelle à nous différencier et que, d'autre part, le mimétisme soit essentiel chez l'homme? C'est sur ce premier point que la lecture croisée de Spinoza et de Girard est fructueuse. Au-delà de l'éthique, nous trouvons dans le traité de la réforme de l'entendement une conception plus fine du désir mimétique. On se rappellera que le traité s'ouvre sur la problématique de la recherche du bien suprême. Quel est, demande Spinoza, le bien que l'on devrait poursuivre dans la vie, bien qui est par lui comparé au remède que chercherait une personne atteinte d'une maladie mortelle. Et dans un geste extrêmement traditionnel, Spinoza signale que ce bien suprême est normalement pensé à l'aune des plaisirs, des richesses ou de l'honneur. Mais il s'empresse de rejeter les plaisirs et les richesses parce que ceux-ci sont instables, fluctuants, temporaires et ne font donc que troubler l'esprit, ce qui s'oppose à la stabilité du bien suprême. Mais Spinoza consacre un paragraphe plus long au problème des honneurs, qui se voit condamné pour une raison plus originale. Je cite Spinoza. « L'honneur, enfin, est encore un grand empêchement,
en ce que pour y parvenir, il faut nécessairement diriger sa vie d'après la manière de voir des hommes, c'est-à-dire fuir ce qu'ils fuient communément et chercher ce qu'ils cherchent. Le problème des honneurs est donc avant tout mimétique en ce que pour les atteindre, nous devons imiter les autres, désirer ce qu'ils désirent et fuir ce qu'ils fuient. Cette nécessité d'imiter tout le monde afin d'être honoré découle simplement du fait qu'afin d'être reconnu par un groupe donné, il faut nécessairement se soumettre à ses propres critères de reconnaissance. Qui veut être honoré par un groupe de guerriers doit exceller dans les vertus guerrières. Qui veut être honoré dans le monde universitaire doit exceller dans le monde de la recherche. Dans tous les cas, le groupe dicte le critère de la reconnaissance parce qu'il dicte in fine le critère de la différenciation. D'où le paradoxe de la rationalité mimétique que nous trouvons tout aussi bien chez Girard que chez Spinoza. Que sont en effet les honneurs et que représente leur poursuite? Un honneur, c'est toujours une différence. D'ailleurs, le langage commun dit bien d'une médaille que c'est une distinction, quelque chose qui nous distingue dans un certain domaine, dans un certain champ. La quête des honneurs manifeste ainsi toute la logique paradoxale d'un désir de différence et de distinction qui pousse les êtres humains à s'imiter les uns les autres. Le mimétisme, chez Spinoza, provient donc in fine non pas d'un désir de mêmeté, mais d'un désir originaire de différence. C'est afin de nous différencier que nous allons devoir rationnellement nous imiter les uns les autres. Or, cette intuition de Spinoza permet une compréhension plus fine de Girard. Le désir mimétique, en effet, chez Girard, ne signifie pas que les êtres humains souhaitent s'imiter les uns les autres, mais qu'ils le font malgré eux, justement par un désir de distinction. Le sujet souhaite atteindre chez le médiateur sa supposée autonomie ontologique, c'est-à-dire sa différence apparente. Lorsque Girard analyse la coquette chez Molière et chez Sartre, c'est bien le désir de différence qui se fait jour. Tout le monde la désire parce qu'elle semble ne désirer personne. Nous pensons que la coquette désire de manière autonome et nous désirons cette différence dont elle seule semble jouir. Pour le dire en quelques mots, nous voulons être différents comme elle. Au niveau individuel, il n'est donc question que de différence, de distinction et de désir d'originalité. Au niveau collectif, au contraire, tout est question d'imitation et de mêmeté. Or, c'est bien Spinoza qui permet d'interpréter de façon précise ce paradoxe girardien. En effet, on se souviendra que le premier désir mimétique qui apparaît dans l'œuvre de Girard se manifeste lorsque Don Quichotte explique à Sancho son admiration pour Amadis de Gaule. Je cite, « Ainsi donc, j'estime Sancho, mon ami, que le chevalier errant qui l'imitera le mieux sera le plus proche d'atteindre à la perfection de la chevalerie. » Le premier désir mimétique à partir duquel se déplie toute la théorie de Girard dès 1961 est donc un désir de chevalerie. Or, qu'est-ce qu'un désir de chevalerie? C'est bien évidemment un désir de différence, parce que la chevalerie est un groupe très restreint de personnes, littéralement des élus, un groupe auquel tous ne peuvent pas accéder. Être chevalier, c'est être différent, et le désir de chevalerie est bien un désir de différence et de distinction. Le désir mimétique doit donc être interprété, tout comme chez Spinoza, à travers l'articulation de deux niveaux épistémologiques. Don Quichotte veut se différencier, et pour ce faire, il est condamné à imiter tous ceux qui veulent aussi l'être, c'est-à-dire les chevaliers. Dans un monde où chacun veut être original et différent, pour se distinguer, on est condamné à imiter. Mais cette conception identique du désir mimétique chez Spinoza et Girard s'étend aussi à la mécanique de l'émergence violente des groupes humains. Tout comme Girard, Spinoza s'oppose à deux types d'explications de l'émergence de l'ordre social. D'une part,
Selon la conception aristotélicienne, l'ordre social serait le fruit d'une tendance humaine à la société, d'une finalité politique inscrite dans les individus eux-mêmes. D'autre part, les philosophes contractualistes établissent une étiologie rationnelle de l'ordre social. Or, le rationalisme de Spinoza, en tant qu'il est absolu, élimine tout concept de finalité, raison pour laquelle l'ordre social ne peut être le résultat d'une tendance anthropologique. Mais il ne peut non plus provenir d'une décision rationnelle. Le modèle du pacte social suppose en effet que le dialogue précède l'établissement de règles qui régissent l'ordre social, puisqu'elles proviennent d'un accord. Or, cette précédence devrait être inversée, puisque le simple fait d'accepter d'entrer dans un dialogue avec quelqu'un suppose que l'on renonce, ne serait-ce que l'espace du dialogue, à le détruire. Le contrat social est donc en lui-même paradoxal, en ce qu'il suppose résolu le problème qu'il devrait pourtant résoudre. Puisque si les hommes acceptent de dialoguer, c'est bien parce qu'ils ont d'abord renoncé à se tuer et qu'ils se reconnaissent comme des interlocuteurs. Et face à cette double impossibilité, Spinoza présente un troisième modèle du surgissement de l'ordre social, modèle qui nous replonge au cœur même de la pensée de René Girard. Je sais bien qu'il y a paradoxalement toute une théorie du pacte social dans le traité théologico-politique de Spinoza. Dans le chapitre 16, Spinoza affirme bien qu'au moment d'unifier leurs différents droits naturels, les hommes ont passé un véritable pacte social au travers duquel ils se sont engagés à obéir aux décisions rationnelles. Cependant, le modèle du pacte social disparaît totalement du traité politique. Certes, le mot contrat y apparaît encore, mais comme l'a bien montré Alexandre Matron, l'utilisation du mot contractus dans ce texte fait référence à un transfert de droit au singulier, à un conseil ou à un homme, et donc à un processus qui est postérieur à la création de la multitude. De même, dans le paragraphe 13 du livre 2 du traité politique, Spinoza parle explicitement d'un accord. Cependant, une fois de plus, Matron nous permet de réfuter l'interprétation contractualiste de ce texte, parce que la seule fois que le verbe convenire apparaît dans le processus du surgissement de l'État, il est accompagné de l'adverbe naturellement, ce qui nous empêche de l'assimiler au caractère artificiel d'un contrat. Ainsi, le traité politique exclut la fondation rationnelle de l'ordre social, puisque la forme du contrat ne peut s'appliquer qu'à un collectif préformé ou à un collectif pré-organisé. Mais en réalité, depuis le traité théologico-politique, le contrat lui-même avait déjà besoin d'un certain type d'affect, ce qui éloignait déjà Spinoza des différents philosophes contractualistes. Ce qui fait obstacle, ou ce qui faisait obstacle à la violence en dernière instance dans le pacte social tel qu'il apparaît dans le traité théologico-politique, n'était pas la rationalité, mais un simple affect. Je cite Spinoza. Il leur a donc fallu, aux hommes, par un rétablissement très ferme, convenir de tout diriger suivant l'injonction de la raison seule. Mais Spinoza rajoute à ce texte un petit texte, une petite phrase entre parenthèses qui, évidemment, d'un point de vue girardien, ne peut pas manquer de nous surprendre immédiatement. Il leur a donc fallu, dit Spinoza, par un établissement très ferme, convenir de tout diriger suivant l'injonction de la raison seule, parenthèse, à laquelle nul n'ose contredire ouvertement pour ne pas paraître dément. Le dialogue contractualiste sera donc pacifique, non par sa rationalité intrinsèque, mais par la peur de ce qui pourrait arriver à qui oserait s'y opposer et qui apparaîtrait littéralement comme un fou, un dément aux yeux de tous. D'ailleurs, Spinoza ne dit jamais ce qu'il pourrait arriver à ce fameux dément qui oserait s'opposer au dialogue supposé accorder les êtres humains. Le fondement du pacte, dès le traité théologico-politique,
est donc bien une menace collective, une peur collective. Même lorsque Spinoza évoque donc la possibilité d'un pacte social, c'est toujours et en dernière instance la peur qui le rend possible. Pour être plus précis encore, le processus de création de l'ordre social provient en réalité chez Spinoza de l'articulation mimétique de 4 affects: la pitié, l'envie, l'ambition et le désir de gloire. Et évidemment, chacun de ces 4 affects suppose une certaine relation à l'altérité. 2 d'entre eux forment la sociabilité naturelle de l'homme, alors que les 2 autres fonderaient bien plus son insociabilité. La pitié permet une certaine identification à l'autre, le fait de souffrir avec. Le désir de gloire aussi nous rapproche des autres, puisqu'afin d'être glorifié, il est nécessaire de nous soumettre aux critères de glorification du groupe. Cependant, encore que les 2 autres affects, l'ambition et l'envie, éloignent les hommes, le mimétisme permet de comprendre de quelle façon nous passons des 2 premiers affects positifs aux 2 autres affects négatifs, sans introduire jamais de rupture qualitative dans ce passage. De la même façon que la pitié nous amène à nous identifier avec l'autre, ce même processus d'identification produit, si nous le déplions totalement, l'envie. Je cite Spinoza. Si nous imaginons que quelqu'un jouit d'une certaine chose qu'un seul peut posséder, nous nous efforçons de faire qu'il ne la possède pas. De la même façon, le désir de gloire nous porte à l'ambition, puisque chacun souhaite imposer ses normes et ses valeurs à tous pour que leur acceptation lui confirme mimétiquement et de façon rétroactive la validité de nos propres valeurs. Je cite Spinoza, « Nous voyons que chacun aspire par nature à ce que les autres vivent selon son propre tempérament, et tous y aspirant de pair, ils se font obstacle. Et tous voulant être loués autrement dit aimés de tous, ils se haïssent les uns les autres. » L'ambition est le versant négatif de la gloire, de même que l'envie est le prolongement négatif de la pitié. Ici, tout comme chez Girard, le modèle se fait rival. Nous trouvons donc dans cette articulation des affects 2 points fondamentaux de la logique girardienne. D'un côté, nous voyons le passage d'une réciprocité positive à une réciprocité négative. Comme l'a signalé Girard, un seul et même mécanisme permet le passage des affects positifs aux affects négatifs, sans ne jamais introduire de rupture qualitative entre eux. D'un autre côté, nous trouvons aussi chez Spinoza l'idée selon laquelle le fait de rapprocher les hommes provoque de la violence. Les affects les plus sociaux, en rapprochant les hommes dans des processus d'identification, provoquent paradoxalement le cycle négatif des affects antisociaux et violents. Voyons rapidement toute la logique de ce dépli quasi-girardien chez Spinoza. Lorsque nous imaginons que quelqu'un d'identique à nous souffre, nous sentons de la pitié à son égard, raison pour laquelle nous essayons de le soulager. Mais si nous arrivons à alléger ses souffrances, il en éprouve par là même de la joie, et nous nous réjouissons d'être la cause de cette joie, ce qui nous fait entrer dans la gloire. Troisièmement, puisque le sentiment d'être la cause de joie de quelqu'un est en soi agréable, nous souhaitons le répéter, ce qui fonde notre désir de gloire. Cependant, encore que nous voulions la joie des autres, nous ne pouvons pas totalement lui sacrifier nos propres intérêts ni nos propres désirs. D'où le fait que le désir de gloire se transforme en ambition, étant donné qu'il nous sera plus facile de provoquer de la joie chez les autres et par conséquent de pouvoir les glorifier s'ils sont en accord avec nos valeurs et avec raison pour laquelle nous allons essayer de les imposer à tous. Quatrièmement, si nous arrivons à convaincre le plus grand nombre de personnes afin qu'ils adoptent nos modes de vie et par conséquent qu'ils désirent ce que nous désirons nous-mêmes, ils essaieront de se l'approprier et s'ils arrivent, cela provoquera en nous de l'envie.
Enfin, si la lutte pour l'appropriation que provoque l'envie nous est favorable, la dépossession de l'autre provoquera en lui de la tristesse et nous retomberons dans le premier moment du processus dans lequel quelqu'un qui souffre provoque en nous de la pitié. Ainsi, le cercle est fermé. Comme chez Girard, le caractère mimétique des affects débouche sur une violence infinie de tous contre tous. De la pitié à l'envie, le cercle est, chez Spinoza, infernal. Après le désir mimétique, nous trouvons donc chez Spinoza la violence mimétique elle-même. Un dernier processus permet de comprendre le surgissement de l'ordre social à partir duquel, à partir de ce cercle infernal, et une fois de plus, la symétrie avec la thèse girardienne est vraiment frappante. Trois choses peuvent unir les hommes selon Spinoza: un espoir commun, une peur commune ou une haine commune. Parmi ces affects, l'obstacle majeur à la violence est la peur, puisque dans la logique spinoziste, on s'abstient de causer un dommage par peur d'un dommage plus grand. Cependant, la peur commune qui unit les hommes dans un collectif connaît, comme tout affect, une certaine limite quantitative au-delà de laquelle elle se transforme en son contraire. Lorsque la peur qui pèse sur tous les citoyens passe une certaine limite, elle se transforme en indignation qui nous porte cette fois à la dissolution du collectif par la mise en cause de l'ordre. Il y a donc un jeu quantitatif entre la peur et l'indignation au fondement même de l'ordre social, qui permet de penser à la fois sa construction tout comme sa dissolution. Chez Spinoza, l'indignation est l'affect clé pour comprendre le surgissement de l'ordre. Cependant, la différence entre la peur commune qui unit les hommes sous l'autorité d'un État et l'indignation, qui est la source de sa dissolution, est le caractère public de celle-ci. La peur commune unit et l'indignation dissout, parce que dans la peur, chacun est seul et par conséquent impuissant face à l'État ou face au groupe, ce qui limite sa capacité de rébellion. Au contraire, le caractère public de l'indignation instruit les citoyens sur le fait qu'ils la ressentent tous et que par conséquent, ils peuvent s'unir pour lutter ensemble contre le pouvoir qui apparaît publiquement en tant qu'ennemi commun. Nous pouvons dès lors expliquer le surgissement de l'ordre social chez Spinoza et mesurer ses rapports avec la théorie mimétique. Imaginons des anthropoïdes dans l'état de nature. Si l'un d'entre eux souffre, que ce soit à cause d'une maladie, de famine ou simplement à cause de la dureté de cet état, les autres, par pitié, l'aideront à soulager ses peines. Cependant, une fois celles-ci supprimées, les premiers affects se transformeront en désir de gloire, en ambition et en envie. Ce qui était un rapprochement entre les individus se transforme alors en violence. Et l'individu ayant d'abord été secouru sera désormais haï et attaqué. Cependant, les témoins de ces attaques se sentiront à leur tour indignés. Et de proche en proche, ce sentiment se répandra parmi tous les individus. Dans chaque agression, tous les individus seront donc engagés. Mais comme chacun ressent avant tout l'affect de qui lui est le plus proche, il prendra son parti. Ce faisant, chaque individu luttera contre qui lui semble le moins semblable. D'où, dit Spinoza, l'émergence de normes communes par le seul mimétisme. Comme chacun lutte aux côtés de qui lui ressemble, petit à petit se forment des majorités qui s'indignent de plus en plus violemment contre qui leur sont le plus dissemblables. Petit à petit, par simple répétition de ce mécanisme, la lutte de tous contre un devient une lutte de tous contre quelques-uns, puis une lutte de tous contre un. Les normes communes surgissent donc chez Spinoza dans une logique girardienne de la séparation entre un nous et un lui. Là, le désir mimétique est devenu violence mimétique, puis maintenant violence unanime qui fonde le collectif. Tout chez Spinoza semble donc être en adéquation avec la théorie girardienne. Cependant, il existe entre Girard et Spinoza une fracture irréprisable
qui réside dans les conséquences de la révélation. La théorie mimétique semble à bien des égards fermée sur elle-même, puisqu'elle n'ouvre aucun autre horizon possible que celui de l'Apocalypse. Même la médiation intime développée dans Aschbeck Clausewitz ne semble pas vraiment y échapper. Au contraire, la philosophie de Spinoza trouve un certain salut dans un modèle de démocratie original et peut-être inédit. La théorie mimétique présente à bien des égards un paradoxe effrayant. L'ordre social créé par le mécanisme de cristallisation de la violence de tous contre un seul individu implique un prix à payer. Je cite Girard. Des millions de victimes innocentes ont ainsi été immolées depuis l'aube de l'humanité pour permettre à leurs congénères de vivre ensemble, ou plutôt de ne pas s'autodétruire. Mais la seule issue que l'on puisse imaginer a des conséquences encore plus catastrophiques. La violence mimétique étant basée sur un triangle, nous pourrions imaginer une solution au problème en agissant sur chacun de ces pôles. D'abord, puisque la lutte pour les objets génère de la violence, pourquoi ne pas démultiplier les objets? Chaque rival pourrait disposer d'un objet identique à celui dont dispose l'autre sans avoir à le lui retirer. C'est bien là le pari économique. Cependant, non seulement il existe des objets de désir qui ne peuvent être démultipliés, mais en plus, le désir mimétique ne désire pas le même objet au sens de idem, mais il désire bien le même objet au sens de ipse. Deuxièmement, on pourrait travailler sur le pôle modèle du triangle et distinguer la violence des médiations internes et la paix des médiations externes. Cependant, même si c'est la solution proposée par Girard en 1961, elle échoue également car si les individus qui entrent dans des relations de médiation externe n'entrent pas en conflit avec le modèle, ils entrent néanmoins en conflit avec les autres individus qui prennent le même médiateur comme modèle. Enfin, on peut penser à jouer sur le pôle sujet du triangle. Il s'agirait là de renoncer au désir afin de ne pas entrer dans la spirale mimétique. Cette solution est évidente dans la tournure lévinassienne de Aschbeck Clausewitz, qui repose en grande partie sur le « ignore-toi toi-même ». Cependant, cette solution est trop rigoureuse pour que nous puissions l'exiger de tous les êtres humains. Comme le dit Girard lui-même, nous pouvons tous participer à la divinité du Christ à condition de renoncer à notre violence. Nous savons maintenant, en partie grâce à Clausewitz, que tous les hommes n'y renonceront pas. Le désir mimétique girardien ou le triangle mimétique girardien semble donc totalement fermé sur la violence. Et la difficulté est d'autant plus grande qu'il n'est même pas possible de revenir au système violent de boucs émissaires et à leur autotranscendance, puisque le Christ ayant révélé l'innocence des victimes, il a rendu l'efficacité de l'autotranscendance nulle. La révélation, loin de limiter la violence, la démultiplie en annulant l'efficacité du seul mécanisme qui l'avait bloqué et contenu pendant des siècles. D'une part donc, l'autotranscendance des dieux archaïques se paie du prix du meurtre d'un innocent. D'autre part, la véritable transcendance christique ferme certes la violence des dieux archaïques, mais ouvre la possibilité d'une violence sans limite. Ni le dépassement de soi, ni la transcendance ne s'opposent alors à la violence mimétique. Mais peut-être y a-t-il un moyen d'y parvenir, non plus en passant de l'autotranscendance archaïque à la véritable transcendance du Christ, mais simplement en renonçant à toute forme de transcendance. Au-delà de la difficile distinction entre les différentes transcendances, peut-être peut-on tout simplement renoncer à la transcendance elle-même. Or, le caractère pleinement immanent de la philosophie de Spinoza ouvre l'horizon pour réfléchir à cette solution. Le Christ occupe évidemment une place centrale dans la philosophie de Spinoza, à tel point que de nombreux penseurs de confession juive lui ont reproché d'avoir subordonné l'Ancien Testament au Nouveau.
ou d'avoir favorisé la propagation de l'antisémitisme en effaçant le nom même de juif. De plus, comme chez Girard, pour Spinoza, dans un cas idéal, si tous les citoyens pouvaient atteindre un haut niveau de connaissance, c'est-à-dire s'ils se laissaient guider par les simples règles de la raison, un processus que Spinoza compare lui-même dans la 5e partie de l'éthique à une véritable conversion, alors la politique elle-même deviendrait inutile puisqu'ils vivraient tous dans une anarchie des sages totalement auto-organisée. Cependant, tout comme Girard, Spinoza ne croit pas à la conversion globale. Il sait bien qu'il est impossible pour tous les êtres humains d'atteindre la sagesse. Pour cette raison, la conclusion logique de l'éthique est bien que les ignorants ne seront pas sauvés. Cependant, lorsque Girard tire comme seule conclusion de l'impossibilité d'une conversion globale la seule apocalypse comme horizon, Spinoza propose au contraire une autre solution pour résoudre le même type de problème, la démocratie. Évidemment, cette solution est extrêmement surprenante puisque, pour Girard, la démocratie est le régime politique qui favorise le plus la violence mimétique. Comment penser alors qu'après une telle proximité avec Girard, Spinoza puisse penser à une solution démocratique et pire encore, qu'il puisse affirmer en plein XVIIe son caractère absolu en tout. Pour répondre à cette question, il faut d'abord noter que depuis la Révélation, le statut de la victime a changé. Se positionner aujourd'hui comme victime est un des moyens de justifier sa propre violence, à tel point qu'un penseur girardien comme Éric Gans peut parler de pensée victimaire pour expliquer l'auto-justification de la violence par ceux qui se perçoivent comme des victimes. Certes, il ne s'agit pas de confondre les victimes avec leurs bourreaux. Soyons clairs, d'un point de vue épistémologique, les victimes ont raison et les bourreaux ont tort. Mais la Révélation montre, comme le voyait déjà Pascal dans un texte que Girard met en exergue de H.V. Clausewitz, l'inefficacité de la vérité sur la violence. Je cite 3 lignes de Pascal. Oh, c'est pénible. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts dont la violence ne peuvent affaiblir la vérité ne servent qu'à la révéler davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Du point de vue de la violence, donc, les bonnes valeurs ne sont pas moins violentes que les mauvaises. Pire, elles le sont peut-être davantage car elles ont la vérité de leur côté, ce qui leur permet de justifier encore plus leur violence. C'est pourquoi l'issue spinoziste à la violence réside dans la construction de collectifs humains qui ne sont pas fondés sur des valeurs, que celles-ci soient bonnes ou mauvaises. Comme l'a montré Charles Ramond, la loi de la démocratie spinoziste est celle des nombres et des comptes. Chaque citoyen peut certes être en désaccord avec les lois votées par la majorité et doit pourtant les respecter. Non parce qu'elles sont bonnes, ni parce qu'elles sont vraies, mais simplement parce qu'elles représentent l'opinion de la majorité. Cette politique peut certes sembler autoritaire et violente. En réalité, c'est peut-être la plus douce. D'abord parce que dans un tel système, personne ne peut prétendre que ces options politiques sont vraies ou bonnes face à d'autres qui seraient mauvaises ou fausses. Par conséquent, chaque opinion est aussi légitime ou aussi illégitime que les autres. Et chacun peut se battre pour ses propres opinions tant que extérieurement, dans son comportement, il respecte la loi votée par tous. Symétriquement, la majorité ne peut prétendre à aucune valeur, ni à la vérité, ni à la bonté. Sa seule légitimité est mathématique et donc légère, puisque les majorités, étant quantitatives, peuvent toujours changer. La démocratie spinoziste est donc un système basé sur une insoutenable légèreté mathématique.
sans qu'aucune valeur qualitative ne soit introduite. On pourrait certes imaginer ici que la majorité ne fait en réalité que refléter le lynchage tel qu'il apparaît chez Girard, et que Spinoza, dans sa démocratie, ne fasse donc que reproduire le modèle archaïque de la lutte de tous contre un. Ce serait là mal comprendre à la fois Spinoza et Girard et sous-estimer le fait que, de son vivant, Spinoza lui-même a toujours rejeté la violence populaire et les lynchages. L'un des événements qui l'a le plus choqué et qui a marqué toute sa philosophie politique est bien le lynchage des frères De Witt le 20 août 1672 par la foule de La Haye. Une foule que Spinoza dénonçait comme les derniers des barbares, ultimi barbarorum. Spinoza empêche donc la violence mimétique par la démocratie parce que la foule est radicalement différente de la majorité. Une foule, qu'il s'agisse de celle des lyncheurs ou de celle des victimes, pense toujours que sa violence est justifiée par certaines valeurs. Les lyncheurs croient vraiment qu'ils lynchent le coupable au nom du bien, pour le punir d'un méfait et rétablir la paix de la communauté. Au contraire, la majorité connaît son instabilité épistémologique, sa légèreté, car ses membres savent qu'elle n'est jamais établie pour toujours, puisqu'elle ne repose pas sur des valeurs transcendantes que les individus vivent comme éternelles et absolues. C'est pourquoi même celui qui se sait juste ou bon doit obéir chez Spinoza aux lois de la majorité. Puisque l'autotranscendance de la victime émissaire, tout autant que la transcendance du Christ, n'ont pas réussi à entraver le déploiement mimétique de la violence, contrairement à Girard, Spinoza montre qu'un collectif pleinement immanent présente une solution viable à la violence mimétique en coupant court à toute justification de la violence par des valeurs, que celle-ci soit vraie ou que celle-ci soit fausse. En conclusion, la philosophie de Spinoza présente donc de nombreuses similitudes avec la théorie mimétique de Girard. De la conception mimétique du désir et des affects à la violence collective fondatrice, toute la logique de l'émergence du lien social chez Spinoza peut être lue à la lumière du modèle girardien. Un même mécanisme mimétique explique à la fois le rapprochement des êtres humains, leur éloignement violent et l'émergence de l'ordre social grâce à l'articulation de la réciprocité positive avec la réciprocité négative. On retrouve alors chez Spinoza les trois premiers moments de la théorie mimétique: le désir mimétique, la violence mimétique et la violence fondatrice. Mais le dernier moment de la philosophie de Spinoza opère un virage que la théorie mimétique nous permet de comprendre. Les deux auteurs ont également perçu que le caractère mimétique de la violence peut prendre comme vecteur à la fois les valeurs archaïques de la certitude de la culpabilité d'une victime, tout comme les valeurs liées au statut de la victime mis en évidence après la révélation. De fait, nous constatons bien aujourd'hui qu'une grande partie de la violence est exercée au nom du bien et en de nombreuses occasions au nom de la défense des minorités. Ainsi, bien qu'épistémologiquement différente, la vérité de la transcendance n'est pas moins violente que le mensonge de l'auto-transcendante. Sur ce chemin, il a donc été possible de mettre en évidence une rupture radicale entre Spinoza et Girard. Rupture qui permet de penser et de remettre en question tant le caractère fermé de la théorie mimétique que le modèle démocratique proposé par Spinoza. Depuis que le Christ a rendu évident le mécanisme du bouc émissaire en exhibant sa logique satanique sur la croix, la violence mimétique ne connaît plus aucune limite. Puisque tant le mensonge que la vérité produisent de la violence, la seule façon de sortir du cercle de la violence n'est pas de passer du mensonge à la vérité, mais simplement peut-être, comme l'a vu Spinoza, de renoncer à la volonté de fonder les collectifs humains sur des valeurs. Spinoza tire ainsi une conclusion différente du caractère violent de la transcendance en éliminant toute possibilité de penser une légitimité au-dessus de la légalité.
il est possible de limiter la violence mimétique sans distinguer entre les transcendances, mais en annulant toute transcendance dont elle se nourrit et en imposant une pure immanence du fondement des collectifs humains par la construction d'une démocratie totalement quantitative. Cela n'est possible qu'à la seule condition de distinguer le fonctionnement de la majorité de celui de la foule. Lorsque la foule violente ses victimes en raison de la certitude que ses actions sont fondées sur des valeurs, la majorité connaît sa fragilité et son détachement de toute transcendance. Ainsi, la démocratie spinoziste entrave la violence mimétique en modifiant le cadre structurel dans lequel les désirs mimétiques jouent. Pour cette raison, la théorie mimétique, au-delà de son intérêt propre, est aussi probablement un intérêt herméneutique pour clarifier la position de Spinoza. Il ouvre un espace si important au désir, à l'imitation des affects et à la révélation. Et aussi pour comprendre pourquoi l'anthropologie mimétique spinoziste conduit à une démocratie sans valeur qui apparaît comme un véritable crépuscule des dieux, tout comme des idoles, même et peut-être surtout de l'idolâtrie victimaire. Je vous remercie pour votre attention.